So I think we can get started with the Et presentation. donc, nous pouvons commencer avec la présentation. Nous avons Camila qui est présidente pour le programme des Caraïbes et Amérique latine. Et là, donc, je voudrais vous inviter, vous remercier à cette formation. Et évidemment, nous allons présenter les résultats d'une recherche qui a été menée en Finlande, Kiva. Et donc, il s'agit là donc, de la violence contre les enfants. D'après le UNESCO, au moins un enfant sur trois a été victime de cette forme, d'une forme d'intimidation à l'école. Et là, donc, notre mission, c'est de voir comment l'école peut devenir un milieu sain et sûr pour les enfants et aussi comment modifier les comportements violents. Donc, nous voulons réduire la violence dans les écoles et dans les communautés, mais pour cela faire, il faut éduquer les jeunes pour que les jeunes puissent être capables non seulement de gérer des épisodes de situations de violence quand ils sont victimes, mais aussi dans les cas disons, de ceux qui commettent des crimes, d'échanger leur comportement. Donc maintenant, je vais vous donner la parole à Anne Moreau qui a toute une expérience en tant qu'enseignante dans les écoles finlandaises. Donc, elle va nous parler de son expérience actuellement. Elle gère donc un programme appelé Kiva et puis encore elle amène une formation au niveau mondial. Donc à elle la parole. Merci beaucoup pour m'avoir présenté. Donc je voudrais aussi vous donner la bienvenue à cette rencontre. Et pour moi, c'est vraiment un plaisir d'être là aujourd'hui, de vous présenter le programme Kiva et aussi la recherche finlandaise et aussi les résultats de cette recherche que nous avons menée. Et j'espère que vous pouvez tous voir un peu ma présentation à l'écran. Bon, donc aujourd'hui, je voudrais vous parler. Tout d'abord, je voudrais parler donc de la situation de fond, de base. Et là, je voudrais vous parler de Kiva en quelques mots. Et brièvement, vous donner un aperçu du programme Kiva, donc ce qu'est ce programme. Puis encore, je voudrais vous parler un petit peu des différentes formes d'intimidation à l'école, donc comment promouvoir le changement, comment Kiva promeut ce changement, donc quelles sont les actions concrètes menées par Kiva dans les écoles. Puis encore, je voudrais vous présenter des résultats positifs et c'est là pour vous montrer que Kiva est un programme surtout basé sur des preuves, sur des faits. Donc, c'est un programme factuel. Et puis, je voudrais vous parler des pas qui sont nécessaires, des éléments nécessaires pour mettre en place le programme Kiva dans votre pays ou dans votre école. Donc, ce qui est nécessaire pour que Kiva puisse être mis en place. Voilà. Donc, quelle était la situation en Finlande avant Kiva? En Finlande, donc vers la fin des années 90, l'Institut national de santé et de bien-être avait mené une étude. Donc, c'était des études qui étaient faites tous les 10 ans. Et donc, la première étude fut menée en 1995. Et donc, cette première étude démontra que les enfants ne se sentaient
pas à l'aise, ils n'étaient pas sûrs un peu à l'école. Donc, il y avait des formes d'intimidation, de tyrannie, on peut dire, croissantes dans les écoles finlandaises. Avant la législation, donc en Finlande, il y a une loi de base, une loi cadre sur l'éducation. Donc, en 1999, chaque étudiant avait le droit à donc un milieu d'apprentissage sûr à l'école. Puis encore une autre loi passée en 2003 a arrêté qu'il y avait il fallait il fallait définir une politique contre les différentes formes d'intimidation. Donc, chaque étudiant avait droit à un milieu sûr et cela impliquait qu'à partir de ce moment, c'est-à-dire 1999, les écoles devaient avoir un plan, un programme d'après lesquels chaque école devait définir les actions à mettre en place en cas de intimidation ou bien s'il y avait donc de situations de violence, d'agression. Et puis en 2003, cette loi a été reformulée, donc a inclus d'autres mesures. Et donc, c'était obligatoire pour les écoles non seulement d'avoir un plan écrit, mais les écoles devaient aussi être capables de démontrer comment ces actions avaient été mises en place. Donc, les plans écrits étaient nécessaires, mais puis elles devaient aussi démontrer que ces actions étaient concrètement mises en œuvre. Donc, l'atmosphère était la suivante, c'est-à-dire il y avait beaucoup de campagnes, d'activités à niveau local contre les cas d'intimidation à l'école. Donc, il y avait une attention accrue même aux effets de intimidation, d'agression. Donc, il y avait, disons, un intérêt accru par rapport à ce phénomène. Donc, voilà ce qui est arrivé après. En 2006, le gouvernement finlandais a décidé de rendre la prévention disons, à l'intimidation une priorité. Et donc, l'université des Turku donc, a mené sur la base d'un contrat signé avec le ministère de l'Éducation un programme pour développer un programme basé sur des données. Donc, l'université devait mener tout d'abord une recherche sur ce phénomène. Donc, avant de définir ce programme, l'université a eu le mandat de mener une recherche chez les écoles, dans les écoles. Et donc, voilà ce qui s'est produit. Tout d'abord, le programme a été évalué d'abord pendant quelques années et cela a été fait dans les écoles finlandaises. Puis, les résultats étaient donc importants et après l'évaluation de ces résultats, un programme a été mis en œuvre dans le pays, à travers le pays et donc toutes les écoles finlandaises donc ont suivi ce programme si elles le voulaient. Donc voilà Kiva. Kiva est un programme basé sur les écoles pour la prévention des cas d'intimidation ou de violence et aussi un programme qui prévoit de mesures, une intervention concrète. Donc, KIVA signifie contre la violence et l'intimidation. Et là encore,
programme qui va, disons, en finlandais signifie sympa, joli. Donc, voilà l'essence du programme. À partir de 2009 à 2016, le programme a été disponible gratuitement pour toutes les écoles finlandaises. Et donc, qu'est-ce qui est arrivé jusqu'à 2016? Donc, évidemment, le gouvernement ne peut pas financer, disons, constamment ce programme. Donc, d'autres sources de financement ont été nécessaires. Et donc, après 2016, les écoles ont dû payer donc des montants assez limités pour mettre en œuvre ce programme, mais de 2009 à 2016, il était complètement gratuit. Il était tout à fait gratuit. Puis après, il y a eu, disons, un montant à payer. Donc, le co-leader du programme sont Christina Salmivali et puis Elisa Prospicarta. Donc, elles étaient donc les auteurs un peu de ce programme, mais elles travaillent toujours pour travailler, pour améliorer un peu ce programme et aussi pour mener des activités de recherche. Donc, avant, disons, de parler en détail de ce qu'est le programme Kiva, je crois qu'il est bien de définir ce qu'on entend par harcèlement ou intimidation. Et c'est pour cela qu'il faut avoir une idée commune de ce qu'est le bullying en anglais, c'est-à-dire cette forme de agression, intimidation ou harcèlement. C'est quelque chose de systématique. Donc, c'est un comportement agressif et systématique contre quelqu'un qui n'est pas capable de se défendre contre les auteurs de cette agression. Donc, il s'agit d'agressions répétées et aussi d'un différentiel de pouvoir. Et donc, voilà les deux éléments qui sont toujours présents en cas d'agression. Et donc, quand on parle de intimidation, bon, il s'agit d'un phénomène donc, qui doit être systématique, qui doit se répéter dans les temps. Et aussi qu'il y a cette différence de pouvoir, c'est-à-dire une personne qui est faible, une personne qui est plus forte. Donc, voilà les deux éléments qui peuvent définir donc le harcèlement. Donc, qu'est-ce qu'on est, donc il faut voir ce que cette intimidation n'est pas, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, disons, d'un cas isolé. Et il est très, très important de définir cet aspect, c'est-à-dire si on parle, disons, d'un conflit spécifique entre deux étudiants. Bon, évidemment, les enseignants, le personnel de l'école doivent intervenir dans cette situation, doivent, disons, séparer les deux gènes. Et donc, je ne dis pas que ces cas ne sont pas importants. Donc, c'est pas ce que je veux dire. Donc, que cette bagarre, disons une seule dispute, n'est pas quelque chose de grave. Mais je suis en train de dire que il s'agit là d'une situation différente qui a besoin, disons, d'une solution, disons, plus structurée, différente, et surtout de la part des enseignants. Bon, moi, je suis enseignante et donc je dois dire que j'ai souvent, disons, témoigné disons, d'une lutte, d'une brimade, on peut dire, entre deux enfants. Et bon, là, il est suffisant donc de séparer les deux gènes
de le réprimander, on peut dire, et peut-être cela est suffisant. Donc, peut-être ça peut être aussi l'effet d'un fait isolé. Au contraire, dans des cas de harcèlement, c'est quelque chose de différent. C'est quelque chose qui se répète dans les temps. C'est quelque chose qui ne s'arrête pas. Et là, donc, les mesures à prendre sont différentes parce qu'il s'agit là de types de comportements différents. Et c'est pour cela que je voudrais donc insister un peu sur la définition de harcèlement. Et tout comme Camille vient de dire, quand elle a présenté cette session, et donc elle a dit qu'environ 30% des jeunes et des enfants ont été victimes d'après un rapport UNESCO et d'après la recherche qui va, disons, au moins 10% des enfants, des adolescents dans le monde sont systématiquement victimes de harcèlement, et donc sont victimes à travers les temps. Et c'est là, d'après la définition que je vous ai donnée. Et donc, ces 10% n'est pas une donnée stable. Ce que je veux dire, c'est qu'il pourrait y avoir des classes où la possibilité d'être harcelé peut monter jusqu'à 40 ou 50%. Ça dépend du groupe scolaire, disons, d'une classe d'école. Et donc là, si on traduit ces 10% en nombre concret d'étudiants, disons que dans une classe de 20 étudiants, il est probable que au moins 2 étudiants sont victimes, au moins 2. Et donc, il s'agit là d'un chiffre important à garder à l'esprit. Là, maintenant, je voudrais m'arrêter quelques instants à parler des différentes formes de harcèlement. Souvent, nous pensons que le harcèlement est souvent quelque chose de physique, c'est-à-dire on est frappé physiquement. Évidemment, cela est vrai, mais d'après notre recherche et d'après les statistiques, nous savons que la forme la plus fréquente de harcèlement est verbale, c'est-à-dire il s'agit d'une agression, d'une violence verbale. Évidemment, nous avons souligné cela dans notre programme qui va, et en effet, l'agression verbale peut être aussi négative qu'une agression physique et avec des conséquences à long terme. Donc, c'est tout d'abord une forme verbale ou bien c'est une forme de ridiculisation publique, c'est-à-dire la personne, un enfant, un adolescent est victime de ridiculisation et donc souvent, le harcèlement est basé sur les relations sociales, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui est exclue de cette relation. Il a encore, peut-être je peux dire quelque chose à propos du cyberharcèlement. Et donc, encore, ce que nous devons rappeler, c'est que quand on parle de harcèlement, il s'agit là d'une relation stable dans ce contexte de pair. Et là, nous entrons dans le domaine des normes sociales, des différents rôles que les étudiants recouvrent dans une même classe. Donc, il s'agit là d'un phénomène complexe dans ces relations de pair. Ce que nous savons de cette recherche finlandaise, c'est qu'il est vrai
que le harcèlement en ligne, c'est quelque chose qui est, disons, assez répandu. Nous savons qu'il y a un nombre d'étudiants, disons 2%, sont victimes de harcèlement en ligne. Et donc, je veux expliquer un peu plus. Donc, je te dis que les étudiants qui sont intimidés en ligne sont aussi victimes d'autres formes de harcèlement qui n'est pas en ligne. Donc, il s'agit d'enfants, d'adolescents qui sont harcelés deux fois, on peut dire. Et cela est très important à connaître, surtout pour le personnel scolaire, parce que s'ils vont intervenir et s'ils doivent faire face à toute forme de harcèlement, évidemment, les personnels scolaires doivent aussi prendre en compte ce cyberharcèlement qui est connecté à d'autres formes. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas négliger. Donc, ce que la recherche suggère, c'est qu'au lieu de se détourner, disons, des formes traditionnelles de harcèlement, donc, il faut aussi prendre en compte les cyberharcèlements, c'est-à-dire les enseignants doivent évidemment chercher à mettre en œuvre toute forme d'action contre la victimisation d'une personne, mais en même temps, ils doivent aussi faire face à ce qui arrive en ligne. Cela est aussi vrai parce que nous savons, à partir des statistiques finlandaises, que les enfants qui sont victimes à l'école sont aussi victimes d'intimidation en ligne. Donc, il s'agit donc des mêmes personnes, des mêmes enfants. Là, maintenant, nous arrivons au centre, on peut dire, au cœur de ce programme, de l'idée qui est derrière le programme. Et il s'agit là de l'architecture sociale, de l'harcèlement. Là, vous pouvez voir qu'il y a l'image d'un enfant qui est intimidé et vous pouvez comprendre de cette image, même s'il n'y a pas de mots, si l'enfant est très triste, il est seul, vous pouvez voir qu'il y a d'autres au fond. Et cela est quelque chose qui est très, très important à tenir en compte quand on parle du phénomène de l'intimidation. Et en effet, il y a plusieurs études qui démontrent ces faits, c'est-à-dire le harcèlement se produit surtout quand il y a un groupe. C'est pas quelque chose, c'est pas une relation à deux. Il y a un groupe. Et c'est pour cela qu'il faut être capable de prendre des mesures, d'intervenir par rapport à un groupe. Parce que d'habitude, nous avons une victime et puis nous avons un groupe. Et Madame Christine Vale, donc, a défini une théorie concernant l'architecture sociale. Et là, elle a défini plusieurs rôles dans le harcèlement. Donc, elle a étudié différents rôles qui sont assumés par les enfants. Parce qu'il y a, par exemple, des témoins, il peut y avoir. Donc, 8% des enfants sont ceux qui donc sont les auteurs et 12% sont les victimes. Donc, elle a étudié différentes écoles, différents contextes et donc elle a vu que voilà, il y a ces deux pourcentages, c'est-à-dire 8% sont les
les auteurs de ces formes de violence et 12% les victimes. Donc, il y a d'autres groupes parce qu'il y a d'autres rôles qui sont joués par d'autres enfants. Et là encore, nous avons des rôles clés qui sont assumés par d'autres pères, par d'autres enfants. Par exemple, nous avons 7% sont des assistants de l'auteur de la violence. Et puis encore, donc, disons, assistant signifie qu'ils ne vont pas donc assister, donc ne vont pas aider, mais quand et donc, ils assistent un peu le père. Donc, par exemple, ils peuvent aider cette personne donc, disons, dans ses stratégies. Donc, si cet auteur de la violence arrête, ils peuvent l'encourager de quelque façon. Puis, nous avons 20% et qui ont un rôle, ce sont des renforçateurs, c'est-à-dire qu'ils vont renforcer le rôle disons, de l'auteur de cette violence. Donc, ils vont renforcer leur, ces actions à travers, disons, des actions spécifiques. Donc, ils vont rire, par exemple, ils font des gestes qui, disons, vont aggraver, qui vont renforcer un peu les actions mises en place par l'auteur de l'intimidation. Puis, nous avons 24% d'après cette étude de Mme Christina Valesson, que sont des spectateurs, on peut dire. Donc, d'après la recherche, donc, ils peuvent être définis aussi des approbateurs silencieux, c'est-à-dire ceux qui approuvent en silence. Et donc, ces spectateurs donc, ont une attitude un peu plus nuancée, par exemple. Donc, ils sont là, ils assistent, ils voient, ils regardent. Ils ne se sentent pas à l'aise. Peut-être ils savent bien que cela est faux, mais ils n'ont pas le courage de arrêter l'intimidation. Et d'après cette étude, ces spectateurs souvent souffrent beaucoup de ce phénomène, du phénomène de harcèlement. Donc, il s'agit là de personnes qui n'ont pas le courage ou bien n'ont pas les moyens pour intervenir, mais nous savons que ce groupe souffre pour la victime, même s'ils ne sont pas donc directement impliqués. Et c'est, disons, seulement 17% des étudiants ont les instruments et aussi le courage pour défendre la victime. Donc, qu'est-ce que nous faisons chez Kiva? Donc, chez Kiva, nous cherchons à enseigner aux enfants donc cette prise de conscience des résultats néfastes de cette forme de harcèlement. Nous cherchons à leur faire comprendre que même le manque d'action, donc l'indifférence, peut avoir des conséquences pour les victimes et même donc l'indifférence peut être négative pour la victime. Donc, nous enseignons aux enfants, nous cherchons à leur faire comprendre qu'ils doivent créer des instruments pour aider la victime, ce qu'ils peuvent ou elles peuvent faire en cas d'intimidation. Et c'est là pour améliorer la situation de la victime. Dans le programme Kiva, l'attention ne concerne donc le changement des victimes, c'est-à-dire nous ne voulons pas rendre les victimes plus fortes ou moins vulnérables. Donc, évidemment, nous voulons que les personnes soient plus conscientes d'elles-mêmes, c'est-à-dire nous voulons leur
enseigner à dire non, mais surtout ce que nous cherchons à modifier, c'est le comportement des spectateurs, c'est-à-dire de ceux qui regardent sans rien faire. Et nous cherchons à leur faire comprendre que et si ils interviennent, donc les sens de récompense, de satisfaction de l'auteur de l'intimidation diminuent et donc par conséquent, ils sont moins motivés à agir. C'est-à-dire, si cet auteur de violence ne reçoit pas l'approbation du groupe, reçoit pas donc l'approbation et le soutien des autres, peut-être son attitude va changer. Puis encore, la victime aussi a besoin de comprendre qu'elle est supportée, qu'il est aidé par les pères et aussi par les adultes. Et puis encore, les enfants qui sont les auteurs de l'intimidation doivent comprendre que leur comportement est inacceptable. Donc voilà les objectifs du programme Kiva. Il y a trois objectifs et trois éléments importants dans le programme. Le premier objectif, c'est prévenir l'intimidation avant que cela puisse se produire. Deuxième objectif, c'est donc trouver une forme de gestion efficace des phénomènes de harcèlement. Et c'est là donc dans les écoles. Puis encore, nous cherchons à comprendre quelles sont les mesures efficaces. Troisième objectif de Kiva, c'est de minimiser les effets négatifs de le harcèlement. Et puis le troisième élément du programme Kiva, par rapport à la prévention et à l'action, c'est le monitorage. Et donc, je vais vous parler de ce monitorage plus en détail. Donc, Kiva a ces objectifs. Tout d'abord, nous avons des actions universelles et des actions indiquées. Donc, les actions universelles sont, disons, concernent tous les étudiants et se concentrent surtout sur la prévention de l'intimidation. Il s'agit là d'actions visant toutes les écoles. Donc, il s'agit de quelque chose de général, de universel, qui peut être appliqué aux écoles, à toutes les écoles. Donc, il y a donc des mesures concernant les auteurs de l'intimidation des victimes. Donc, nous voulons, c'est un message, le message de Kiva qui est, disons, donné. Et ces actions sont à adopter en cas, quand il y a, disons, un cas, un événement. Puis nous avons les actions indiquées, c'est-à-dire seulement quand il y a un cas concret. Donc, il y a des actions universelles qui sont à caractère général pour faire comprendre, pour prévenir. Et puis, il y a des actions spécifiques ciblées en cas de harcèlement. C'est-à-dire s'il y a quelque chose qui s'est produit, s'il y a un cas spécifique. Et là, donc, les mesures sont ciblées et donc sont conçues par rapport aux enfants et aux adolescents impliqués dans ces cas de intimidation. Et donc, il s'agit de quelque chose de ciblé par rapport aux auteurs et aux victimes. Puis, il y a le monitoring annuel et donc, le suivi, disons, c'est le suivi qui est fait. Disons que donc, il y a des actions qui sont menées au terme de chaque année scolaire. Et là, il y a des questionnaires qui sont
disons, est présenté et les enfants doivent donc parler de leur expérience au cours de cette année. Donc, s'ils ont été victimes, s'ils ont assisté à des cas de harcèlement, quelle a été la réaction des autres adolescents, des enseignants, de l'école, etc. Donc, ce sont des questionnaires concernant tout ce qui s'est passé à travers une année. Et cela aussi fait partie du programme. Donc, par exemple, il y a aussi des questions concernant le programme qui va, c'est-à-dire, est-ce que tu as reçu des leçons qui va cette année, etc. Et je dois dire que de cette façon, les écoles peuvent avoir des renseignements, des informations importantes concernant la situation et l'état de l'art, on peut dire, de l'école, et donc aussi des informations importantes concernant les cas d'intimidation d'une année à l'autre. Et encore une autre chose importante à connaître dans une école, c'est l'évolution à travers les ans. Et cela est très important. Donc, à travers Kiva, cela est possible parce qu'il y a ce monitoring constant d'une année à l'autre. Donc, nous avons mentionné les actions universelles, c'est-à-dire les actions transversales. Donc, on peut dire que Kiva représente un ensemble d'instruments qui sont à la disposition des enseignants et des écoles. Là, vous avez des manuels. Il s'agit là de 3 livres et c'est là pour chaque groupe d'âge. Et donc, il y a un manuel pour l'éducation primaire, donc enfants âgés de 7 ans à 15 ans. Donc, il a, nous avons donc un matériel donc, éducatif qui est approprié pour chaque groupe d'âge, donc à partir de 7 ans jusqu'à 15 ans. Et donc, ces manuels pour les enseignants offrent des plans déjà définis. Les enseignants aussi, ils peuvent trouver disons, des leçons, du matériel, des leçons, etc. Donc, ces manuels donc, offrent beaucoup d'instruments éducatifs aux enseignants. Et cela peut être aussi utilisé même par les enfants à la maison parce que là, il y a un matériel aussi de réflexion, on peut dire, pour les étudiants et donc chez eux, ils peuvent faire tant d'exercices ou d'activités concernant la leçon qui a été faite par l'enseignant le matin. Et là, évidemment, il y a un message qui évidemment est transmis de cette façon. Là, nous avons aussi des PowerPoint, des présentations pour les leçons. Et donc, évidemment, si les enseignants veulent utiliser des présentations PowerPoint, puis encore, il y a des activités pour l'après-midi. Et il s'agit là il s'agit du matériel qui peut être utilisé l'après-midi, aussi bien à l'école, mais aussi à la maison. Ils peuvent l'utiliser chez eux, les enfants. Et puis, à la fin de l'année, évidemment, nous allons faire mener une enquête pour voir quels ont été les résultats du programme Kiva et comment le matériel a été utilisé. Évidemment, il y a aussi du matériel Kiva en ligne. Il y a tant de vidéos qui sont disponibles en ligne. Donc, voyons un peu les étudiants Kiva et comment les leçons sont organisées. Disons qu'il y a 2 leçons par mois et il y a aussi des années cibles, c'est-à-dire c'est première année, quatrième, septième année. Et donc, première année correspond
aux enfants âgés de 7 ans, puis 4, c'est 11 ans, et 7, c'est 13 ans. Donc, nous allons recommander que au moins 6 années 7 ans, 11 ans, 13 ans, ce programme Skiva, les leçons Kiva soient mises en pratique. Donc, par exemple, nous avons disons, l'éducation émotionnelle et sociale. Ça, c'est quelque chose pour le respect des différences, pour les faire comprendre l'égalité entre personnes, pour leur faire comprendre la responsabilité sociale par rapport au phénomène de l'intimidation. Donc, au cours de la leçon qui va, on parle des différents rôles. On parle aussi de la victimisation, de l'intimidation. On utilise des termes concrets, des termes réels. Donc, il y a donc un programme bien spécifique et c'est là pour avoir un impact sur les comportements pratiques. Et disons que si les leçons qui vont sont menées de façon régulière, si elles sont faites régulièrement par les enseignants, donc les résultats peuvent être vraiment positifs et à long terme. Et donc, il s'agit vraiment, disons, tout en une série d'instruments qui sont disponibles pour les enseignants. Et les enseignants ne doivent pas préparer leurs leçons parce que tout est bien défini, prêt, offert par Kiva. Donc, tout est prêt dans les manuels et aussi en ligne. Donc, nous reprenons la deuxième partie de la présentation. Et donc, j'ai entendu les questions en français, j'ai compris. Maintenant, nous avons du matériel qui va en français. Et donc, et dans notre manuel, le terme français qui est utilisé est harcèlement. Harcèlement. Donc, voilà le terme qui a été choisi par les traducteurs. Harcèlement. Et voilà, donc nous avons continué. Et là, pour vous donner un peu plus de détails par rapport à ce que les enfants apprennent lors de ces leçons qui va. Donc là, vous avez beaucoup d'exercices pratiques, jeux de rôle, discussions de groupe, jeux vidéo. Et non seulement en classe, mais aussi en ligne. Et là, vous avez aussi des images et des histoires pour les petits enfants. Et au cours de ces leçons qui va, les enfants sont encouragés à penser, à méditer et aussi à agir activement. Et donc, il y a des compétences qui sont encouragées dans un travail en groupe. On leur demande leur opinion, on leur demande de se mettre, disons, à la place d'une autre personne. Et donc, évidemment, dans les jeux de rôle, ils sont invités à jouer un rôle bien spécifique. Donc, les enfants doivent accepter des règles du jeu, doivent donc chercher à comprendre l'opinion d'autrui, ils sont même invités à aider la victime de l'harcèlement. Donc, ce que nous voulons changer, c'est vraiment de modifier les comportements négatifs et même leur faire comprendre quelle est la hiérarchie dans un groupe. Les enseignants, évidemment, participent à ces activités avec les enfants et ils offrent un peu leur soutien.
Et puis, quand il y a un groupe, et donc un groupe et même une atmosphère positive, même les sujets les plus difficiles peuvent être abordés et débattus. Et évidemment, les cas spécifiques, donc les cas d'un enfant n'est jamais discuté dans un groupe. C'est-à-dire, on parle un peu, on cherche à aborder des principes ou bien on aborde toujours des thèmes à caractère général. On ne parle pas des enfants de façon spécifique. On les appelle jamais par leur nom. Évidemment, cela doit être fait sous la direction des enseignants. Puis là, nous allons parler des actions qui vont. Donc, quelles sont les actions qui sont indiquées? Chaque école qui adopte le programme Kiva a une équipe Kiva et cette équipe doit être formée par au moins 3 personnes adultes du corps enseignant et ces adultes doivent intervenir dans une situation de harcèlement. Puis, elles doivent faire des interviews séparément, c'est-à-dire ils doivent interroger un peu toutes les personnes impliquées dans un cas de harcèlement. Évidemment, ils cherchent à comprendre qui est la victime, qui est l'auteur, etc. Et puis, et donc, ils parlent individuellement à tous les enfants qui sont impliqués dans un phénomène spécifique, dans un cas spécifique. Donc, il s'agit donc d'une procédure structurée et guidée pour faire face au cas de harcèlement. Et donc, le fait qu'il y ait une procédure bien donnée, c'est quelque chose de très important parce qu'il y a des pas à suivre. Évidemment, les parents sont toujours renseignés par rapport à ce qu'on est en train de faire. Évidemment, en cas de confession, donc, on peut dire que le programme qui va implique pour chaque enfant la possibilité de modifier, d'améliorer son comportement. Si les enfants ne font pas de suggestions spontanément, les enseignants peuvent leur offrir des solutions, donc peuvent leur suggérer comment sortir de leur situation ou améliorer leur comportement. Et donc là, il y a un élément clé dans cette discussion orientée vers une solution. Et évidemment, donc, il s'agit là d'une relation adulte-enfant. Et donc, évidemment, l'évolution d'une situation va être suivie au moins pendant une semaine. Et donc, il y a un suivi, il y a des interviews de suivi pour voir si ces cas, ce comportement de harcèlement donc continue ou bien est modifié ou bien encore se termine. Et donc, moi-même, j'ai travaillé dans une école supérieure pendant plusieurs années avant de travailler à l'université de Turku, en ce programme Kiva. Donc, j'ai une expérience dans les écoles secondaires et moi, j'ai pu voir directement l'efficacité des mesures Kiva. Et je peux dire que avec tant de bonnes choses qui sont un peu les résultats du programme, il y a vraiment le traitement qui est prévu pour chaque enfant, c'est-à-dire chaque enfant, chaque adolescent est traité exactement de la même façon. Il y a une sorte d'égalité de traitement pour tous, on peut dire.
Et c'est là, au-delà de ceux ou de celle qui est en train de gérer le programme. Donc, ça donne vraiment une idée de égalité. Et chaque personne, chaque enfant, donc, est traité exactement de la même façon. Et maintenant, je vais vous parler des résultats aussi. Donc, est-ce que le programme Kiva est efficace? Nous avons des preuves importantes en faveur du programme. Donc, tout d'abord, nous avons étudié un groupe contrôlé, randomisé en 2007-2009. Il y avait 117 mesures adoptées dans les écoles, dans 17 écoles de contrôle. Et donc, qui a fait quoi? Évidemment, il y a eu un groupe de personnes qui a, disons, agi et donc mis en place, donc été responsable du programme. Donc, dans une première phase, il y avait au moins, en général, 30 000 étudiants qui ont été inclus dans la recherche dans les 2 premières années. Et bon, nous n'avons analysé que ces 117 écoles. Et puis après 2009, le programme a été au contraire élargi et toutes les écoles finlandaises ont adopté ce programme. Et donc, le programme a vu une mise en œuvre à niveau national. Et disons que environ 880 écoles finlandaises ont participé et ça correspondait à 150 000 étudiants. Et disons qu'un monitoring annuel a été fait à partir de 2009. Et actuellement, nous avons pu voir, nous pouvons dire que nous avons, disons, un montant de données important venant des écoles finlandaises. Donc, les résultats sont significatifs. Maintenant, voilà le premier résultat. Dans les 2 niveaux de la recherche, et donc, je fais référence à l'essai contrôlé randomisé par rapport aux effets de la victimisation. La recherche a démontré que le programme Kiva a réduit plusieurs formes de victimisation. Donc, Kiva a pu réduire l'agression verbale, physique, le cyberharcèlement. Et voilà, donc, on peut dire que Kiva a été efficace par rapport à plusieurs formes de harcèlement. Dans les écoles Kiva, si on regarde ce graphique-là, vous avez des colonnes vertes. Là, vous avez les cyberharcèlements sexuels, racisme, etc. Donc, les colonnes vertes représentent les écoles Kiva. Et là, vous pouvez voir que les cyber s'est réduit de 30%. Voilà, donc il y a eu une réduction de 30% par rapport au groupe de contrôle. Et là, vous pouvez voir Kiva vraiment a été beaucoup plus performant par rapport au groupe de contrôle. Et toutes les formes de harcèlement ont vu une forme de réduction. Et c'est là, évidemment, ces données concernent une année scolaire. Et là, donc je le répète, le programme Kiva a démontré avoir des effets importants sur toute forme de harcèlement au cours d'un an. Là, nous avons donc un essai qui a été fait sur base nationale
de 2009 à 2010 et en rouge, vous avez les écoles de contrôle et là, vous avez 16,3% de victimisation et dans les groupes qui va, le pourcentage était de 13,8%. Et puis, vous avez l'auto-harcèlement et c'était de 11,1 par rapport à 9,6. Là encore, si nous regardons la population finlandaise, environ 150 000 étudiants dans l'éducation obligatoire, nous avons pu voir qu'il y a eu, disons, une réduction de 7 500 harceleurs par rapport à 12 500 victimes au cours d'une même année scolaire. Et évidemment, ce sont là des données importantes. Et là encore, voyons une autre mesure, une autre action qui va, évidemment, il y en a beaucoup d'autres dont je pourrais parler. Peut-être je pourrais en présenter d'autres, mais disons maintenant, je pourrais me concentrer un peu sur les actions indiquées. Et là, vous pouvez voir que là, les résultats sont importants. Et si on considère ces chiffres, 78,2%, il y a eu, disons, une disparition des cas de harcèlement après le programme Kiva. Puis, il y a eu une diminution de 19,5% et seulement en 2% de cas, la situation n'a pas changé et seulement 0,3% des cas traités a enregistré une augmentation. Et là, donc, vous pouvez voir que le programme Kiva a donné vraiment des résultats significatifs pour la réduction et même l'élimination des cas de harcèlement. Là encore, un autre graphique concernant l'efficacité du programme Kiva. Là, vous pouvez voir quelles sont les données de harcèlement et de victimisation. Et là encore, il y a eu une décroissance importante et constante au cours de ces 9 années. Et là, vous pouvez bien comprendre à quel niveau nous avons pu réduire ce phénomène. Puis si on considère cette dernière année 2018, là encore, nous ne savons pas parce qu'il y a eu cette augmentation par rapport à l'année précédente. Et là, donc, on est en train de chercher à donner des explications, de comprendre pourquoi il y a eu cette augmentation. En effet, peut-être nous avons pensé que peut-être après 9 ans de programme qui va, peut-être de la part des étudiants, il y a eu un manque d'intérêt ou bien peut-être ils étaient un peu fatigués de faire toujours les mêmes choses, les mêmes programmes. Donc, cela pourrait être une explication pour dire pourquoi le taux de harcèlement, de victimisation a augmenté légèrement, ou bien peut-être en 2018, il y a eu donc de phénomènes spécifiques que nous devons encore comprendre. Disons que nos chercheurs sont en train d'étudier cette année en particulier pour comprendre les raisons. Et pour le moment, et donc on est en train d'attendre, mais en tout cas, la diminution par rapport à 2009 reste importante et significative.
Ces mêmes tendances-là est démontrée par cette autre étude. Il s'agit là d'une étude menée par, disons, par rapport à la santé scolaire. C'était donc une étude sur une période de 13 ans, 2006-2019. Il s'agit là d'une étude indépendante. Il s'agit là d'une étude qui n'a pas à faire avec le programme Kiva, mais quand même, il est très intéressant de voir que surtout par rapport à ce graphique en haut, montre comment les étudiants entre 6 et 9 démontrant des nombres d'étudiants étant victimes de harcèlement au moins une fois par semaine a diminué. Donc, quand même, il y a eu une diminution de cas de harcèlement et c'est là, vous pouvez voir que cela correspond au moment de l'introduction du programme qui va dans les écoles. Donc, même dans cette étude indépendante, on peut voir comment les données sont positives et correspondent au programme Kiva. Et donc, nous pouvons penser que le programme Kiva donc, efficace. Donc, cette étude indépendante aussi semble donc démontrer l'efficacité du programme Kiva. Donc, voyons un peu le programme Kiva dans d'autres pays. Et la question, c'est que est-ce que ce programme est aussi positif dans d'autres pays ou pas? Et je te dis que même dans d'autres pays, le programme Kiva a été efficace, même si la Finlande, évidemment, a une culture tout à fait différente par rapport à d'autres pays. Notre système scolaire aussi est différent par rapport au système scolaire d'autres pays, mais disons que les résultats semblent confirmer ce que nous avons dit par ce que nous pensons à propos du programme. Par exemple, en Italie, il y a eu donc une étude randomisée, contrôlée, et dans ces écoles étudiées en Italie, il y a eu une réduction importante de la victimisation et de l'harcèlement. Là encore, aux Pays-Bas, le programme Kiva a été adopté et là encore, le pourcentage des étudiants harcelaires aussi a diminué par rapport au groupe de contrôle, par rapport aux écoles de contrôle. Là, vous pouvez voir donc un pourcentage de victimes réduit de 53%. Là encore, une autre étude qui démontre un peu les mêmes données. Dans d'autres pays, nous avons par exemple l'Estonie et les États-Unis. En Estonie, là encore, nous avons la même tendance, c'est-à-dire dans les écoles où le programme a été mis en œuvre, le harcèlement a diminué de 21,5%. Et à 17,8%, donc en moyenne de 17%. Puis encore, je veux un peu souligner les cas américains en Delaware, aux États-Unis. Donc, d'après la situation, les résultats mettent en évidence des changements importants par rapport à l'harcèlement, la victimisation. Et donc, il faut chercher à comprendre ce que cela signifie. Donc, les classes
dans lesquels des exercices ont été, exercices ont été faits, oui, des leçons ont été faites. Donc là, il y a eu une diminution du phénomène. Et encore, on peut dire que si les activités ont été bien conçues, bien préparées par les enseignants, les résultats ont été meilleurs. Voilà donc il y a même une corrélation entre la qualité de la leçon, c'est-à-dire comment la leçon a été conçue, a été faite, et la réduction du phénomène. Donc, dans cette dernière partie de ma présentation, je voudrais vous parler de comment Kiva International va agir. Donc, Kiva est un programme qui est distribué au niveau international avec un réseau qui ont une licence. Actuellement, nous sommes présents en 21 pays et qui va être disponible dans toute une série de pays. Donc, encore, il est disponible dans d'autres langues, finlandais, suédois, anglais, estonien, russe, espagnol, c'est-à-dire dans toute une série de langues, même dans la langue tchèque. Et encore, et donc il y a donc chaque année il y a de nouvelles organisations qui s'unissent un peu à notre réseau. Et vraiment, nous sommes en train de chercher à mettre en place une collaboration stable à long terme avec tous nos partenaires. Donc, qu'est-ce que nous cherchons dans nos partenaires? Tout d'abord, nous voulons que nos partenaires soient motivés, qu'ils comprennent qu'on est en train de travailler pour une même cause, pour un même objectif. Et donc, un partenaire avec une licence de Kiva donc fait partie d'un réseau bien établi. Donc, nos partenaires peuvent établir des contacts avec tous les membres de ces réseaux. Donc, il y a une collaboration qui peut être mise en place. Il y a encore des conditions de base qui doivent être remplies, c'est-à-dire le curriculum, les programmes des écoles, etc. Encore là, il y a une expérience dans la formation des enseignants qui est très, très importante et qui va vraiment voudrait changer les normes et voudrait aussi changer la culture des écoles. Nous savons que ce changement n'est pas possible du jour au lendemain. Parfois, ces changements ont besoin d'années, de plusieurs années, et c'est pour cela qu'un programme tel que le programme Kiva doit être mené sur une période plus longue, c'est-à-dire sur plusieurs années. Il s'agit donc d'un engagement à long terme qui qui implique et aussi des ressources financières. Il s'agit d'une collaboration importante et c'est pour cela que nous cherchons à bien choisir nos partenaires. Tout d'abord, et donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour être admis à l'intérieur du programme Kiva? Tout d'abord, il y a un engagement à prendre et
Tout d'abord, encore, donc, il faut qu'il y ait des cas de harcèlement à l'intérieur de l'école. Il faut une collaboration, une planification et coordination bien détaillée. Il ne s'agit pas, disons, d'un engagement qui est tout à fait simple. C'est pas quelque chose, comme je disais, qu'on peut faire du jour au lendemain. Donc, il faut avoir une forte motivation. Il y a une volonté derrière pour consacrer du temps et des ressources. Il s'agit aussi d'un programme d'enseignement. Et c'est quelque chose qui implique non seulement des ressources, mais des enseignants. Les enseignants doivent passer du temps dans la planification des leçons, même si le matériel est très bien fait, très bien conçu, si il y a beaucoup d'instruments qui sont fournis aux enseignants, il y a beaucoup d'exercices, descriptions, disons, planification des leçons. Bon, les enseignants quand même doivent lire les manuels et puis doivent sélectionner les activités les meilleures pour leurs élèves. Et voilà, donc, il s'agit d'un engagement important en termes de ressources et de temps. Voilà, merci de votre attention. Je crois que peut-être, j'espère ne pas avoir parlé trop rapidement. Donc, là, vous avez mes données, vous pouvez me contacter directement. Là, vous avez mon adresse. Il y a même les sites que vous pouvez consulter. Il y a aussi mon adresse et là, vous pouvez me contacter par courriel directement. Et maintenant, vous pouvez me poser des questions. Évidemment, je suis prête à vous envoyer ma présentation. Évidemment, maintenant, évidemment, nous allons partager la présentation avec tous les membres. Et là, si vous avez besoin d'informations, évidemment, vous n'hésitez à nous contacter. Merci Anna de ta présentation exhaustive et à travers ta présentation, nous avons pu connaître un peu en détail le programme qui va et là, tu as bien voulu partager un peu aussi les résultats du programme qui va. C'est quelque chose de très intéressant à connaître. Donc, merci beaucoup pour la présentation du programme, très intéressant. Ma question, donc, qu'est-ce qui est fondamental? Quels sont les facteurs essentiels pour la mise en place de ce programme? Bien évidemment, il y a une volonté politique de la part des écoles, mais quels sont les autres facteurs dont il faut tenir compte pour la mise en place de ce programme? Et puis, l'autre question, c'est si le programme est appliqué uniquement aux écoles. Parce que, par exemple, nous avons aussi une expérience avec des enfants, des jeunes à l'extérieur de l'école. Et donc, si ce programme donc, peut être appliqué aussi dans d'autres contextes. Et je dois dire que le harcèlement dans les écoles péruviennes est un phénomène grave. Donc, merci beaucoup. Merci pour la question. Donc, peut-être j'ai oublié la première partie. Donc, quels sont les facteurs qui sont considérés pour le programme? Donc, quels sont les facteurs, les éléments à prendre en compte? Donc, si nous pensons au Pérou en tant que Pérou, là, il n'y a pas une licence pour le Pérou. Donc, la première chose à prendre en compte, c'est que
Nous voulons donc pour appliquer ces programmes au Pérou, donc tout d'abord, nous devons trouver une organisation partenaire qui travaille localement au Pérou. Donc c'est là la première chose à trouver, c'est-à-dire nous avons besoin d'un partenaire local. Puis, et donc, pourquoi avons-nous besoin d'une organisation partenaire locale? Parce que ici, là, nous vivons en Finlande et nous ne savons pas quelle est la situation concrète, quelle est la culture scolaire au Pérou. Nous n'avons pas euh, donc la connaissance, l'expérience, les connexions au Pérou. C'est pour cela que tout d'abord, nous cherchons à créer, à établir donc des relations professionnelles avec les organisations qui sont présentes, qui ont déjà des connaissances, qui connaissent très bien la culture. Et donc, évidemment, là, je parle de psychologues, d'enseignants qui comprennent bien la culture scolaire en place et qui peuvent aussi promouvoir le programme localement. Évidemment, il s'agit aussi d'une question financière. Le programme Kiva, donc nous croyons que nous devons atteindre une qualité, une très très bonne qualité. Évidemment, les enfants, les jeunes doivent recevoir une forme d'enseignement de haute qualité. Et, et disons, évidemment, il pourrait aussi y avoir de problèmes de langue. Donc, on ne peut pas utiliser, disons, une autre langue au moment où on met en place un programme parce que les enfants doivent exprimer leurs sentiments, leurs pensées. C'est pour cela qu'ils doivent utiliser leur langue maternelle. Donc, il y a des termes aussi complexes qu'ils doivent utiliser. Donc, les enseignants et les enfants, pour comprendre tout cela, doivent être admis au programme et les programmes doivent être menés dans la langue maternelle. Et cela, évidemment, implique des coûts, évidemment, comme vous l'avez vu, le programme Kiva offre toute une série de matériels, des vidéos, des manuels, des présentations et en ligne, des jeux en ligne, mais tout cela doit être traduit dans la langue du pays. C'est pour cela que les organisations locales doivent donc assumer ce coût, le coût de la traduction. Puis encore, l'organisation partenaire doit aussi former les écoles, doit former les enseignants au programme Kiva. C'est pour cela que souvent, nous cherchons à établir des contacts parce qu'il est très important d'avoir des partenaires qui savent bien gérer le programme. Et parfois, cette collaboration ne peut pas se poursuivre à travers le temps parce qu'il n'y a pas assez de ressources financières ou bien il n'y a pas assez de motivation pour poursuivre le programme. Dans certains cas, donc, nous avons dû négocier avec le ministère de l'Éducation pour fournir, pour donner, pour offrir le soutien financier nécessaire aux écoles. J'espère avoir répondu à la première question, mais je ne me souviens pas de la deuxième partie de votre question. Donc, deuxième partie, si les programmes est dans les écoles. Mais oui, parce que il a été conçu pour les écoles. Donc, et il est prévu seulement pour les écoles. Mais quand même,
Nous avons des exemples d'écoles qui ont utilisé ce programme, c'est-à-dire la première unité du programme, donc l'unité pour les très jeunes, pour les enfants. Donc, ce matériel a aussi été utilisé dans dans les le jardin d'enfants, c'est-à-dire pour les petits enfants. Et donc, disons donc, le programme est pour les écoles, donc, il a été adapté pour les jardins d'enfants et et donc, comment peut-on devenir un partenaire avec la licence? Donc, tout d'abord, il faut nous contacter. Là, je vous ai donné donc les données. Il y a un site, il y a donc des contacts qu'on peut établir. Et là, donc, nous pouvons répondre à vos questions, à vos demandes et là, voir comment établir une relation, évidemment. Avant de devenir partenaire officiel de Kiva, il faut voir quelles sont les conditions de cette organisation, s'il serait à même de mener ce programme. Et donc, après toute une série d'échanges, de contacts, on peut devenir partenaire officiel. Bon, c'est donc, je suis Mariana de Géorgie. Donc, j'ai apprécié vraiment votre présentation avec des éléments essentiels. Donc, merci beaucoup. Ma question est la suivante, c'est-à-dire si ces sessions scolaires pour les enfants, donc, qu'est-ce qu'il arrive? Is it for all the children from one class? And what happens if someone refuses to participate? Et donc, qu'est-ce qu'il arrive si quelqu'un dans les groupes d'enfants se refuse à participer au programme parce qu'on s'adresse à une classe. Donc, qu'est-ce qu'il arrive si quelqu'un enfant ou un jeune se refuse à participer? Et là encore, s'il y a aussi un peu d'autres éléments qui sont fournis. Donc, très bonne question. Disons que les leçons sont des leçons qui rentrent dans le curriculum scolaire d'une école. Donc, les enseignants doivent prévoir une leçon qui va au cours de la semaine, ou bien un jour spécifique. Et donc, c'est quelque chose qui est planifié par les enseignants. Ce sont les enseignants qui disent donc, voilà, très bien, maintenant, je vais faire une leçon qui va. Et donc, l'enseignant peut dire, donc, on a fait assez de maths, de mathématiques cette semaine et maintenant, nous allons et donc interrompre un peu notre programme de mathématiques et nous allons faire une leçon qui va. Donc, c'est pas quelque chose d'extra. Le programme qui va doit être incorporé dans la pratique scolaire. Je sais qu'il pourrait y avoir des défis et dans certaines parties du monde. Je sais qu'il n'est pas simple de justifier ce type de leçon. Et parce que on peut dire que les activités qui vont sont souvent des leçons basées sur les jeux. Et donc, quelqu'un peut dire, mais je ne vais pas jouer à l'école. Et donc, il y a aussi quand même une partie académique. Et je dois dire que d'habitude,
Et les enfants qui suivent les programmes Kiva sont plus motivés que les autres. Ils sont moins donc ça fait partie disons, du programme scolaire. Donc, vous avez répondu à la deuxième question, c'est-à-dire s'il donne aussi de la nourriture, etc. Donc, merci beaucoup. Je crois que le fait d'inclure le programme dans les curriculums scolaires, donc c'est quelque chose d'essentiel. Il est aussi vrai que ces thèmes, c'est-à-dire accepter la différence ou bien exprimer ses émotions ou bien interpréter les émotions d'autrui, donc ça fait partie de la communication directe et indirecte. Il s'agit là de quelque chose qui peut être enseigné à l'école. Et là, par exemple, dans les écoles finlandaises, les leçons Kiva ont été, disons, enseignées au cours des leçons d'éducation physique ou bien religion. Et là, donc, peut-être il y a des moments spécifiques. Merci beaucoup. Je m'appelle Valeria de Buenos Aires, en Argentine, de la congrégation mariste. J'ai pu voir sur l'Internet que le programme Kiva a été déjà adopté dans certaines écoles argentines. Donc, c'est quelque chose qui existe déjà en Argentine. Donc, je vais demander comment peut-on surmonter les différences culturelles. Évidemment, les systèmes scolaires sont tout à fait différents. Il y a des différences culturelles et même un problème de distance. Et donc, comment adapter le programme aux différentes situations? Et donc, le projet que vous avez présenté est très intéressant. Et d'après un article qui a été publié, et donc on posait des questions par rapport au matériel disponible. Merci. Merci beaucoup pour votre question. En ce qui concerne l'Argentine, malheureusement, il n'y a pas eu des études scientifiques, donc nous n'avons pas de données concrètes. Mais comme vous l'avez dit, il y a des changements et des changements sont nécessaires. Quand on parle d'un programme scolaire, n'importe quel programme, bon, là, il faut impliquer des changements. Et tout changement peut être difficile. Donc, il y a aussi des compromis à adopter. Évidemment, les résultats peuvent subir un peu l'effet de ces changements qui sont nécessaires. Je ne sais pas si c'était en Argentine ou au Chili, parce que nous avons aussi des programmes et des écoles dans d'autres pays de l'Amérique latine. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que les parents aussi doivent être impliqués dans la planification du programme Kiva. Donc, dans les discussions préalables, donc dans la gestion du programme, les parents doivent être impliqués. Donc, je ne me souviens pas si c'était en Argentine ou bien dans d'autres pays qui parlent espagnol en Amérique latine, mais je peux vous dire qu'il y a eu dans ces autres cas des changements positifs. Mais c'est surtout l'école qui doit comprendre comment appliquer le programme, comment le mettre en œuvre. Et je voudrais ajouter que
En ce qui concerne les écoles en Argentine, le partenaire argentin s'appelle Instituto Escala et donc c'est un institut qui est un institut espagnol. Donc, si vous voulez plus d'informations concernant la mise en œuvre du programme qui va en Argentine, vous devriez contacter cet institut. So it's c'est l'Instituto Escalé et donc cet institut c'est notre partenaire officiel pour l'Argentine. Et voilà, nous reprenons, nous continuons avec les questions. Donc, elle demande si nous pouvons détecter des changements au niveau des écoles, des enseignants, après la mise en œuvre du projet. Mais très bonne question. En réalité, oui. Nous avons pu voir et constater que après Kiba, les enseignants commencent à se sentir plus sûrs de soi parce que les enseignants commencent à comprendre vraiment l'ampleur du phénomène de l'harcèlement et puis les enseignements apprennent aussi à bien gérer ce phénomène. Donc là, il y a des effets positifs aussi au niveau des enseignants, de comment ils peuvent gérer ces situations difficiles. Et voilà, donc il y a une meilleure gestion. Ils sentent qu'ils ont finalement des instruments pour faire face au phénomène de harcèlement. Voilà, donc il y a des effets positifs aussi pour les enseignants qui sont impliqués dans le programme. Je ne sais pas s'il y a des effets pour les directeurs des écoles. Voilà, il n'y a pas de données par rapport au directeur. Il a dit qu'au Pérou, le gouvernement a créé une plateforme où les enseignants, les enfants et les parents peuvent parler de leur expérience et c'est là surtout dans cette situation de pandémie, disons de fermeture un peu des activités, etc., de confinement. Et je crois que même en Finlande, même si donc le programme qui va donc a été mis en place pendant de longues années, pendant une longue période. Et donc, malgré cela, le ministère de l'Éducation en Finlande, le gouvernement, sont encore en train de chercher d'autres formes de lutte contre le phénomène de l'harcèlement. Donc, le gouvernement est toujours en train de chercher à repérer des éléments, des informations concernant ces phénomènes. Et l'année dernière, le gouvernement a publié un manuel pour les écoles, un manuel qui offre une grande disons, beaucoup d'informations concernant l'harcèlement dans les écoles. Et d'après moi, il s'agit là d'une initiative importante de la part des gouvernements, c'est-à-dire les gouvernements qui offrent des informations sur la violence dans les écoles. Il s'agit là d'une étape importante, rendre les informations disponibles à toutes les parties concernées. Et au point de vue de la mise en œuvre, nous pouvons dire qu'on peut avoir une Rolls-Royce, mais si on n'est pas
incapable d'utiliser une Rolls-Royce, donc elle est tout à fait inutile. Et voilà donc, s'il y a un programme qui est magnifique, mais il n'y a pas un investissement qui est fait en termes de ressources, en termes d'engagement, donc le programme reste lettre morte. Et voilà, il y a toujours, donc le niveau d'efficacité dépend beaucoup du niveau d'implication et donc, encore, qu'est-ce que vous pouvez dire sur les types d'actions? Donc, il y a des actions qui sont beaucoup plus ponctuelles et puis des actions qui sont faites, au contraire, sur le long terme. Et puis, il y a la question de la pandémie. Mais bien évidemment, surtout avec Kiva, les organisations partenaires dans le monde entier nous ont parlé du fait qu'actuellement, il y a beaucoup de difficultés à cause de la pandémie. Évidemment, il y a le problème de la distanciation, il y a le problème du confinement et évidemment, il est très difficile de faire des exercices qui prévoient au contraire un contact physique tel que, disons, de jouer ensemble, etc. Et voilà, évidemment, il s'agit là d'un problème qui concerne un peu toutes les organisations qui, dans le monde entier, suivent le programme Kiva. La pandémie représente un défi important. Et donc, je parle du Paraguay. Donc, je parle un peu de la situation au Paraguay. Je me souviens que quand j'étais à l'école, j'étais étudiante, il y avait un programme qui s'appelait Étudier, mieux étudier. Et c'est donc que c'était un programme qui avait un manuel de prévention de violence à l'école. Mais évidemment, c'était quelque chose de différent par rapport au programme Kiva. Et aussi, encore, il faut dire que le gouvernement actuellement est différent. Donc, il y a des politiques différentes par rapport aux politiques qui étaient en place quand j'étais jeune. Et donc, les objectifs du gouvernement aussi ont changé. Et donc, il y a une attitude conservatrice aussi en ce qui concerne l'éducation. Et donc, dans les écoles publiques, il y a donc des activités, donc il y a des activités qui sont prévues mais qui ne sont pas mises en place. Et voilà, donc il n'y a pas trop de choses qui sont faites. Donc, je l'ai dit, dans l'école où je travaille, il y a aussi des problèmes de pauvreté et souvent, il n'y a pas une attention qui est portée au problème de l'harcèlement, surtout en ce qui concerne les victimes. Et je sais aussi que dans d'autres pays tels que l'Argentine, il y a des programmes mais qui ne sont pas mis en œuvre. Et voilà, donc ma question c'est comment pouvons-nous progresser? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment pouvons-nous donc résoudre cette situation? Et je dois dire que je ne fais pas partie du système éducatif officiel. Donc, comment pouvons-nous, qui ne travaillons pas à l'intérieur du système officiel, agir? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour vraiment agir et donc faire quelque chose pour lutter contre le phénomène de la violence?
Merci, merci de ce commentaire. Il est très difficile de donner des réponses et surtout par rapport à ce gouvernement qui n'aide pas les écoles à lutter contre la violence, le harcèlement. Je veux dire que même si dans les systèmes éducatifs finlandais, les écoles doivent avoir par la loi des psychologues à l'intérieur de l'établissement. Donc, il doit y avoir des infirmiers, des psychologues, etc. Donc, malgré tout cela, le programme Kiva a été conçu pour être géré par des enseignants, pas par des spécialistes, on peut dire, dans les domaines de la psychologie, etc. Donc, je dois dire que ces connaissances psychologiques ne sont pas tout à fait nécessaires dans la gestion du programme Kiva. Et le programme peut être peut être suivi par des enseignants. Il y a des exercices qui sont assez simples pour être, disons, faits par tous ceux qui travaillent dans l'école. Voilà, le programme a été conçu pour être mis en place par des enseignants. Il ne faut pas avoir une formation en psychologie ou bien une formation spécialiste. Les activités, les leçons Kiva peuvent être faites par tous les enseignants qui travaillent dans les écoles. Les actions Kiva donc, on ne demande pas, n'implique pas des connaissances spécifiques dans la psychologie ou dans d'autres domaines. Et évidemment, les enseignants ne sont pas des experts en psychologie, en comportement, en santé, etc. Donc, il y a des limites. Mais le programme est conçu pour que les enseignants n'aient pas de problème. Il n'y a rien de difficile, de trop difficile que les enseignants ne peuvent pas comprendre. Puis encore, dans les programmes, il y a une planification des activités. Et donc, il y a des soutiens, il y a des instruments qui aident les enseignants. Nous avons eu des cas dans lesquels le harceleur a été dénoncé parce que c'était quelque chose de très grave. Et évidemment, cela pourrait être nécessaire. Ou bien dans d'autres cas, nous avons dû demander le soutien d'un psychologue à cause de troubles du comportement. Voilà, donc parfois, il y a des consultations qui sont nécessaires, qu'il faut impliquer aussi d'autres professionnels. Évidemment, les enseignants ne doivent pas être laissés seuls dans ce programme, dans ce travail, mais on peut dire qu'ils peuvent quand même travailler de façon indépendante. Donc, il y a des limites, bien sûr, je comprends vos préoccupations et il est difficile de comprendre comment prévenir le harcèlement s'il n'y a pas de fonds et si le gouvernement ne soutient pas ces programmes. Et là, je n'ai pas de solution. Si les gouvernements ne collaborent pas, bon, je ne sais pas quoi dire. Je peux vous dire quelle est la situation en Finlande au cours des années 90, c'est-à-dire quand le gouvernement ne finançait pas des programmes contre le harcèlement. Bon, je peux vous dire qu'au cours des années 90,
le phénomène de harcèlement dans les écoles était quelque chose de très difficile. C'était quelque chose qui s'était aggravé et c'est à cause de cette aggravation que le gouvernement a commencé à penser à des solutions. Actuellement, les enfants qui sont à l'école et qui sont victimes de harcèlement, évidemment, pourront un jour devenir des enseignants. Donc, il est important et c'est une formation importante, non seulement pour le bien-être des jeunes, des enfants, mais aussi pour les adultes qui vont devenir, parce qu'il s'agit là d'une éducation qui a un impact au cours de la vie. Et donc, ça va avoir un impact aussi sur les comportements futurs des personnes. Et nous savons que souvent, les adultes cherchent à manipuler d'autres et donc peut-être c'était là des enfants qui étaient manipulateurs. Voilà, c'est une question aussi de sécurité. C'est quelque chose d'important à faire et c'est dans les écoles qu'il faut agir. Et je veux remercier Anna de sa présentation et du temps qu'elle a voulu bien partager avec nous. Et j'espère que tous les participants ont pu tirer profit de cette présentation. Évidemment, la présentation sera disponible pour tous. Et là, vous pouvez même contacter Anna pour les informations. Je vais remercier Paula Chiara pour la traduction. Merci à tout le monde pour votre participation. Je vous souhaite une bonne soirée. Ça dépend un peu du lieu où vous vous trouvez. Donc, au revoir. Au revoir à tout le monde. Merci.